Je dis toujours la vérité. Jacques Lacan was the greatest French psychoanalyst of the 20th century. He was also something that's come to feel rather odd, an intellectual celebrity. Jacques-Marie Émile Lacan was born in Paris in 1901. His father was a successful businessman, a major figure in the emerging soap industry. His mother was a pious Catholic. His elder brother became a Benedictine monk, but Lacan stopped believing in God at a young age. He became obsessed instead with philosophy and mathematics. At the age of 15, he wallpapered his bedroom with pages torn from Spinoza's Ethics. At university, he studied medicine and specialized in psychiatry. Lacan wrote many essays and published transcripts of the seminars he gave. He liked to present his ideas in highly complex ways and often deployed mathematical equations and diagrams. He didn't write very clearly, but beneath the complex surface, Lacan made some extremely useful additions to our understanding of ourselves. Lacan was deeply interested in an event that occurs in the life of every child, the first time that they recognize themselves in a mirror. They have the hugely distinctive and strange experience, which no dog or chicken has ever had, of looking at their own reflection and thinking, "That is me?" Crucially, the moment, which Lacan called the mirror phase, can feel very unsettling because the face in the mirror doesn't necessarily look as we feel. Inside, we are a formless, continuous stream of consciousness made up of speeding thoughts, desires, and images. We are polysexual, chaotic, ever-changing, and ambivalent to the core. But on the outside, we seem like a more or less stable entity with composed and symmetrical features that betray almost nothing of what's going on within. We have only words to try to transcend the gap, and most of the time they fail to do justice to our real intentions. Not knowing how to say what we feel isn't a personal failing, it's an existential truth. The image in the mirror is by necessity far more one-dimensional than the entity that beholds it. This leads to a problem that follows us throughout life. As adults, we long for others to understand us in the deepest ways. But Lacan is preparing us to face the darker possibility that in fact other people will be resolutely stuck on the outside of us, assuming us to be pretty much as we seem, but heavily caricaturing us without meaning to. We're understandably reluctant to accept this loneliness and are consequently very concerned to control the external appearances that we present. That's what the fashion industry trades on. We hope that if we could tinker sufficiently with what other people see externally of us, perhaps our hair or the design of our collar, we may eventually be properly understood. But Lacan suggests a more difficult, mature move, that we accept that other people simply won't ever experience us the way we experience ourselves, that we will be almost entirely misunderstood, and will in turn almost entirely misunderstand. We worry that we've lost is something we never actually had. Our relationship hasn't gone wrong through folly, error, or bad luck. It's following the ordinary path of love, which is to come to an awareness of its own fundamentally illusory nature. Lacan was very active in intellectual life in the late 1960s. It was, of course, a time of great excitement around social change. There was the sexual revolution, great interest in communism, and lots of protests. Lacan's friends were extremely excited. Lacan sympathized, and yet when he saw the increasing numbers of student protesters, he told them, "What you aspire to as revolutionaries is a new master, and you will get one." Lacan suggested that though we believe ourselves to be democrats, most of us are remarkably interested in finding and then worshipping authority figures who will promise us the earth. We desire to have someone else in charge who can make everything okay, someone who is, in a sense, an ideal parent, and we bring this peculiar-sounding bit of our psychological fantasies into the way we navigate politics. For Lacan, the truly talented politician isn't the one who knows how to whip up the crowd and ignites their semi-conscious, childlike dreams of perfection. It's the one who dares to be an adult, someone who has the skill to persuade people of the disappointing nature of reality, and who has the tact to do so without provoking unbearable rage and tantrums. Lacan never stopped trying to communicate a very difficult fact: what odd, immature, and lonely creatures we are. It's because we refuse to recognize this and don't budget enough time to absorb the grief that we're more miserable than we need to be. Lacan constantly tested new and often unconventional methods to try to make psychoanalysis
a greater part of our lives. He saw it as the natural place to wrestle with the conundrums of being human. He didn't like to call his clients patients because he didn't want them to think of themselves as sick or unusual. The only qualification for coming to analysis was to be human. Lacan thought a session could be quite short, sometimes just 5 minutes, if that's how one happened to be feeling. He even allowed his barber and pedicurist to visit while he was conducting analytic sessions. He wasn't doing this to be provocative, but rather because he was interested in exploring how insights might be delivered in a more relaxed way, so that they could reach many more people. Lacan was unafraid of mixing intellectual truth with worldly success, and thought it was just as important to influence politicians, artists, and everyday people as it was to teach philosophers or psychoanalysts. He continued to lecture around the world right up until his death at the age of 80. Though an atheist, Lacan had occasionally spoken of a wish to have a grand Catholic funeral, ideally either in Venice or Rome, but it wasn't to be. He was buried quietly near his country house in the modest village of Guitrancourt, not far from the northeastern suburbs of Paris. Lacan had big ambitions for psychoanalysis. He hoped that it might transform the most powerful collective bodies of the era, like the Catholic Church and the Communist Party, and liberate them from some of their errors. He believed that in the future, psychoanalysis would become widespread and normal, ingrained in the way people think, a part of the business of ordinary life. It's an important project, and we're still at it today. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans? Mais enfin, quand même, c'est là que la foi reprend sa force. Alors, au milieu de ça, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que j'ai vu ça, hein. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'en entendra plus parler. Hein. Sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies, enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible. Elle s'est réveillée presque folle. Elle m'a raconté ça, hein. Je vous assure que je ne trouvais pas ça drôle. Seulement voilà. La vie. Ça, c'est le solide. C'est ce sur quoi nous
nous vivons, justement. Moi, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler comme telle, la vie, bien sûr, nous vivons, ça, c'est pas douteux, hein. On s'en aperçoit même à chaque instant. Bon. Il s'agit de la pensée maintenant, hein. Prendre la vie comme concept. Jacques Lacan was a French psychoanalyst and psychiatrist, sometimes referred to as the French Freud, and is regarded as an important figure in the history of psychoanalysis. The imaginary, the symbolic, the real, and the mirror stage are some of Lacan's most notable ideas. His teachings explore the significance of Freud's discovery of the unconscious, proposing a return to Freud. Lacan exerted his influence primarily through his yearly seminars in Paris, with a total of 27 seminars completed during his lifetime. Lacan founded his own analytic organization after being rejected by the conventional institutions. His magnum opus is the 900-page Écrits, or Writings, which gather many of Lacan's most important ideas, as well as condensed versions of the annual seminars. The book elevated Lacan into his fame as the French Freud. However, the best way to start with Lacan is through his seminars. His vision recovers in Freud the intimate relationship between the unconscious and the ego. For Lacan, the ego is an object rather than a subject. The portrait of the ego as object is at the heart of Lacan's lifelong critical polemics against Anglo-American ego psychology. For Lacan, the error is that they pretend to explain human behavior through the desire and rationality of an autonomous ego. However, the ego is nothing more than an epiphenomenon, a secondary effect that, far from managing desire, is a mere product of it. We desire things to become a more fulfilled self. However, we can never truly be ourselves, as our desire is never quenched. One of Lacan's most famous statements is, "The unconscious is structured like a language." Lacan's notion of language is influenced by Ferdinand de Saussure's linguistic structuralism. In semiotics, the study of signs, a sign has two aspects, signifier and signified. These two are completely psychological and do not represent material concepts. The signifier is the symbol, sound, or image that represents an underlying concept or meaning, for example, an apple. The signified is the concept of the thing, in this case a specific fruit. It is possible to have words that have no signified, like a specific fruit, or to have concepts that have no signifiers, like the word apple. Lacan famously said that the signifier represents a subject for another signifier. The unconscious is structured like language in the sense of the different relation of signifiers to each other. The distinction that Saussure made between language and speech reflects for Lacan the distinction between the unconscious and the ego. Lacan tells us that the psyche is composed of three stages, or what he calls registers: the imaginary, the symbolic, and the real. These three form the skeletal framework for most of Lacan's intellectual life. The registers do not have a linear stage of development, but rather a mutual dependence on one another. Before starting with the imaginary stage, the very first significant stage in human development is the mirror stage. As infants, we depend on our parents for protection and food. Our inability to physically do the necessary bodily needs to satisfy our necessities produces frustration and anxiety. The feeling of impotence, especially between 6 and 18 months of life, makes the child experience the body as fragmented. During this time, infants have their first experience of seeing their own reflection in a mirror. Lacan calls this the specular image, from which the ego as object emerges. The child is fascinated by this other self because he sees there his body as integrated and projects a unified ego as something distinct from what he is. He sees in it the possibility of overcoming his fragmented condition to become a whole self. Through the identification with an idealized image, the infant enters a lifelong quest to achieve this ideal I.
However, this quest can never be fulfilled, as we can never be ourselves. This split is the root cause that gives way to alienation, anxiety, and neurosis. The role of the other, the image in the mirror, undermines the idea of an autonomous self that develops and relates to others. The loss of autonomy upon becoming aware that one is a visible object is linked to the gaze, which is the anxious state of mind that comes with the self-awareness that one can be seen and looked at. Other people can also be said to mirror back to one an image of oneself, a sense of how one appears from other perspectives. The parent's encouragement to the child to recognize himself in the mirror gives way to what Lacan calls méconnaissance, or misrecognition, which continues throughout life for all experiences of recognizing oneself as being a particular kind of I. The ego becomes a repository for the projected desires and fantasies of larger others, the child's image being overflowed by signifiers flowing from other speaking beings. Recognizing the ego as embodying and representing an authentic and unique selfhood that is most genuinely oneself is tantamount to misrecognizing that, at root, the ego is ultimately made of alienating unconsciously adopted ideas or attitudes of others, through which one is seduced and subjected to. Lacan calls the ego the desire of the other, qua others' conscious and unconscious wants and machinations. Thus Lacan declares that the self is the other. That is, the self is what it is because of your relationship with the other. The mirror stage is tied with imaginary order, which is the first encounter of the self with the world, where due to the lack of language and signifiers, the infantile cognition is based on the visual field. It is image-based. In broader terms, it is concerned with who and what one imagines other people to be, what one imagines when communicating with others, and what one imagines oneself to be, including from the imagined perspectives of others. The imaginary is central to Lacan's conception of ego formation, as experienced in the mirror stage. It is an intrinsic, unavoidable dimension of one's existence, and it is neither possible nor desirable to eliminate the illusions of the imaginary. In other words, it is a host of intrasubject and intersubjective relationships which are imagined and internalized. The fictional abstractions of the imaginary, far from being merely unreal as ineffective, inconsequential epiphenomena, are integral to and have very concrete effects upon actual, factual human realities. Lacan emphasizes the dependence of the imaginary on the symbolic. This dependency means that we are shaped and determined by socio-linguistic structures and dynamics. The symbolic is theorized on the basis of resources provided by structuralism, particularly Saussure. It refers to the laws, customs, norms, institutions, rituals, and traditions that structure the social-cultural environment that one inhabits. Lacan calls this the symbolic order, or the big other. All of these things being entwined as networks of interlinked signifiers that depicts the analytic unconscious, qua structured like a language. An individual human being is thrown at birth, along the lines of Heideggerian thrownness. To this non-natural universe, a pre-existing order preparing places for us in advance. We essentially are who we are because of the socio-cultural and linguistic environment represented by the symbolic. To interpret the desire of the unconscious, one must refer to a world beyond the imaginary, where nature reigns, to the symbolic world of culture with all its norms and institutions. Lacan conceives of the real as bound up with both of the other two registers. It is the core of the triad. The imaginary and the symbolic, when taken together as mutually integrated, constitute the field of reality, itself contrasted with the persistence of the real, which is radically unrepresentable and beyond existence. The real is intrinsically elusive, resisting by nature capture in the comprehensibly meaningful formulations. It is, as Lacan stresses, an impossibility vis-a-vis reality. It is what we spend the whole of our lives unaware of, and at the same time is what enables us to function properly. It is also the reason that much that we do cannot be explained. In other words, it is something that we can never know that has an effect on what we do, especially our anxieties and neuroses. The real can be experienced when our reality is ruptured,
where everything that we find meaningful in life is torn apart, and we gaze at the terrifying void of existence as experienced in traumatic events. Towards the end of his life, Lacan adds a fourth register, the symptôme, or symptom, which is what binds everything together. While the real cannot be cured, the main purpose of Lacanian psychoanalysis is to dismantle the specular image, which begins in the mirror stage, loosening its narcissistic fixation on itself, to recognize our fundamental relationship with the other, which is ultimately what we really are. Oh, oui. Vous allez me brutaliser, mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus, est maintenant un mensonge et ne peut plus être appelé que spectacle, et est au fond la toile de fond qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur des toutes autres bases et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres donc, du système avec toutes leurs justifications et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se repaître précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser, quoi. Parce que si je vois, par exemple, des types qui s'expriment authentiquement quelque part, je ne vais pas précisément venir les ennuyer, mais je choisis spécialement ce moment-ci, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Je ne voulais pas que j'essaye d'expliquer la suite un peu. Quelle suite? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, par exemple. Oui, bien sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez jouer. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Hein? Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre. Pourquoi pas? Hein? Vous voulez jouer aussi? Oui, c'est ça. Une très bonne idée. Bon. Alors, j'en étais au langage. J'en étais au langage. Si vous vous êtes, enfin, là, comme ça, exprimé, hein, devant ce public, qui en effet est tout prêt à entendre, n'est-ce pas, ces déclarations insurrectionnelles. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Où je veux en venir? Oui, voilà. Oui. C'est la question, au fond, que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, hein, oui. qui se multiplient, quoi. Hein. Oui. Je peux vous répondre, je vais faire une chose, c'est la révolution. Oui. Vous voyez? Il est clair que, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir, au fond, apporter à tous ces gens qui sont là la justification de leur misère quotidienne.
Au fond, hein. C'est ça que vous faites, vous, hein? Ah, pas du tout. Oui. Que ça change pour une nouvelle organisation. Cette organisation, c'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu que qu'on la voit naître. Ah, on la voit sous forme de régime qui s'intitule eux-mêmes, mon Dieu, pour ce qui est leur aspiration en effet suprême, n'est-ce pas? C'est la totalité, enfin, c'est comme il vous disait l'instant, enfin, n'est-ce pas, qu'on y soit tous. Qu'on se serre encore un petit peu plus les coudes, enfin, pour être ceux qui veulent quoi, enfin. Organisation, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas un nouvel ordre? Un nouvel ordre, mon Dieu, c'est le retour à quelque chose qui... Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, est quelque chose qui est de l'ordre de quoi? Mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas? C'est le seul mot qui n'ait pas été prononcé dans tout ça, mais que le terme même d'organisation implique. Jusqu'à un certain point, enfin, c'est tout à fait concevable, enfin, qu'il y ait beaucoup de progrès dans ce sens. Si on peut appeler cela progrès. Je veux dire que ce que nous révèle, enfin, l'approche de ce qui se passe, n'est-ce pas, de ce qui se passe quand même dans un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de quelque chose d'éminemment précieux qu'il a évoqué tout à l'heure, sous le terme de volonté et de volonté subjective. Cette volonté subjective, si nous la voyons, enfin, d'une façon, enfin, vraiment permanente, ne pouvoir se manifester que de sa propre division, c'est assurément fait pour nous suggérer quelque chose. C'est à savoir que c'est pas quand même l'image du tous, de l'harmonie totale, enfin réalisée. C'est un appel que vous avez entendu, que je connais bien, qui est touchant, enfin, ça aboutit enfin, à quelques inconvénients comme ça sur ma cravate. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous prêche. Si on était tous comme ça, tous ensemble, à s'aimer, enfin, mon Dieu, enfin, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, qui vient vous annoncer. Enfin, ça s'est vu, enfin, quelquefois au cours de l'histoire et jamais dans des moments indifférents. C'est bien justement parce que quelque chose se manifeste qui n'est tout de même strictement inséré, enfin, dans l'ordre du discours. C'est parce qu'il y a eu un discours qui est en train de proliférer, enfin, et qui engendre d'innombrables petits qui vous deviennent à tous et à chacun, à moi aussi, enfin, terriblement incommodes, à savoir le discours scientifique qui de plus en plus, enfin, est là, enfin, imminent, menaçant par sa présence, n'est-ce pas? Par l'idée que tout ça va se régler, enfin, en termes de mécanique, de balistique, d'équilibre, de courant, et puis plus on en saura, mieux ça vaudra, et bientôt, enfin, nous saurons comment produire, enfin, tel ou tel type d'individu qui lui saura marcher avec tous, n'est-ce pas?
que l'expérience nous montre, c'est évidemment tout autre chose. Ce que l'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot, dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, enfin, qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin, par la langue maternelle, enfin, par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour, que c'est vers cette espèce de frémissant appel, enfin, à l'union dans quoi, dans quelque chose de très évidemment, en effet, comme il l'a dit, aliénant. Enfin, j'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources, qui usent de ça pour que le lien social entre êtres parlants, ça fonctionne. Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ici, on est à la télé. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps, ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment pas de différence? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Un regard à qui je ne m'adresse dans aucun des deux cas. Mais au nom de quoi ce regard? Au nom de quoi je parle? Qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade, c'est le cas de le dire. Je parle à ceux qui s'y connaissent, aux non-idiots, aux analystes que je suppose être dans mon assistance. L'expérience prouve, même à s'en tenir au fait de l'attroupement, car c'est ça, mon séminaire, un peu. L'expérience prouve que ce que je dis intéresse beaucoup plus de gens que ceux que, avec quelques raisons, j'y suppose, analystes. Pourquoi dès lors parlerais-je ici d'un autre ton qu'à mon séminaire? L'inconscient, quel drôle de mot. Oui, je suis d'accord. Oui.
Enfin, Freud n'en a pas trouvé de meilleur. Maintenant, c'est fait, il n'y a pas à y revenir. Ce mot a l'inconvénient d'être négatif. Ce qui permet, et on ne s'en prive pas, d'y supposer n'importe quoi au monde sans compter le reste. Je n'approuve pas. Mais enfin, tout de même, à chose jusque-là inaperçue, le nom de partout convient aussi bien que celui de nulle part. C'est pourtant chose fort précise. Approchons. Il n'y a d'inconscient, faut poser ça, que chez l'être parlant, chez les autres. Nous-en aux animaux, qui n'ont d'être à proprement parler, d'être, qu'est-ce qu'ils soient nommés. Je ne dis pas qu'ils ne s'imposent pas du réel, mais chez les autres, il y a de l'instinct, par exemple, soit le savoir qu'implique, semble-t-il, leur survie. C'est ça l'instinct. Encore, après tout, peut-on dire que ce n'est là que pour notre pensée, qui peut-être à appeler ça instinct, est inadéquate. Approchons. L'inconscient, ça parle, ce qu'il fait dépendre du langage. Mais quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux. Et dans ce monde que vous réduisez allègrement au fantasme. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait réponse. Et que cette réponse de tout temps, dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps, dans la médecine, est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Eh ben, c'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Soit. Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie qui toutes deux agissent par des mots? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage.
faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. L'inconscient nous rappelle qu'au versant du sens, je conclure, l'étude du langage oppose le versant du signe. Comment? Mais le symptôme, ce qu'on appelle tel dans l'analyse, n'a-t-il pas là tracé la voie? Comment a-t-il fallu Freud pour que simplement d'être docile à l'hystérique, il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit, comme on déchiffre un message chiffré. Ce que vous venez de dire, lire les rêves, les lapsus et les mots d'esprit comme on déchiffre un message chiffré, c'est Freud qui dit ça ou Lacan? Allez au texte de Freud, réparti dans 3 livres, qui s'appellent La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne, et ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le Witz. Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage de dimensions signifiantes pures. La psychanalyse, pardonnez-moi, vous permettrait d'espérer assurément de tirer au clair l'inconscient dont vous êtes sujet. Mais chacun sait que je n'y encourage personne. Personne dont le désir ne soit pas décidé.